m'appelle Gaspard Bonneau, j'ai 18 ans. J'ai cofondé une start-up dans le Web3 il y a maintenant 3 ans. Aujourd'hui, du coup, tu as 18 ans. L'entreprise, elle est valorisée 7 millions d'euros. On développe un protocole en fait qui permet de sécuriser des données grâce à la blockchain. Je me souviens avoir essayé de développer un système pour pouvoir envoyer les déchets nucléaires dans l'espace. J'avais contacté Elon Musk à l'époque. Il avait répondu ou pas? Non. Mon vrai premier gros projet, c'était une autre boîte, mais dans l'aviation privée, que j'ai cofondée en 4e. J'ai une ambition pour cette boîte, c'est de la faire aller très loin. Je ne veux pas m'arrêter à 10 millions ou 50 millions. Ouais. À chaque fois, on était à rien d'arrêter. 2-3 semaines après, on était au top, on avait fait x100. Est-ce que tu aurais une passion inavouable que tu pourrais nous révéler en live? Je devrais pas, entre guillemets, c'est le truc dont j'aurais pas le droit normalement, bien sûr, sociétalement. C'est Gaspard, bonjour. Bonjour Martin. Bienvenue, merci d'être présent sur ce podcast, ça me fait énormément plaisir que tu sois là aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter brièvement? Ouais, rapidement. Donc je m'appelle Gaspard Bonneau, j'ai 18 ans maintenant. J'ai cofondé une start-up dans l'informatique, dans le Web3 plus précisément, il y a maintenant 3 ans à Annecy. Et aujourd'hui, donc, je continue cette société et je suis à Lyon. Ok, donc, top. Voilà. Aujourd'hui, du coup, tu as 18 ans. Ton entreprise, elle est valorisée 7 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu par rapport à cette société? On a des personnes qui ne connaissent pas forcément la crypto. Est-ce que tu peux essayer de simplifier un petit peu tout ça aujourd'hui? Ouais. Donc c'est une start-up dans la tech, donc dans le Web3. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe un protocole en fait, qui permet de sécuriser des données grâce à la blockchain. D'accord. Et c'est une surcouche qu'on vient positionner sur les clouds et qui permettent aux clients des clouds de venir sécuriser leurs données grâce à cette surcouche utilisant la blockchain. On utilise également des systèmes de chiffrement post-quantique. Voilà, on a tout un tas de systèmes informatiques qu'on utilise pour avoir qui sont positionnés au sein de ce produit. Ok, top. Donc pour faire hyper simple, si on devait faire un petit brouillon, à quel moment tu interviens, toi, dans toutes ces étapes-là? Concrètement, comment tu... Sur la donnée? Techniquement Et ben nous, donc, on vient prendre la donnée du client, on la chiffre dans un algorithme de chiffrement donc post-quantique, comme je disais. C'est un sujet hyper important pour nous, le quantique. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu appelles le quantique d'une manière générale? Le quantique, c'est tout ce qui est relié... c'est l'informatique qui découle de la physique quantique. Donc, on reprend les process de la physique quantique, l'intrication, la superposition quantique, qu'on vient mettre en informatique quantique. Et donc, c'est un type d'ordinateur qui ont globalement, de façon vulgarisée, une puissance décuplée. C'est même pas comparable à un ordinateur classique. Et donc, le problème de ces ordinateurs-là, c'est que ça vient casser les algos de chiffrement qu'on a. Et donc, nous, la mission chez Div, c'est d'avoir un algorithme qui dépasse donc ces ordinateurs quantiques. Donc, c'est un sujet en interne, clairement, le quantique. Et donc, notre protocole est post-quantique. Ok, hyper intéressant. Alors, avant d'arriver justement à ce momentum, on va reprendre un petit peu ton parcours. Où est-ce que tu nais ou quel est ton premier parcours entrepreneurial? Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu par rapport à tout ça? Ouais, donc moi j'ai grandi à Annecy, je suis né à Annecy, j'ai grandi à Annecy. Ok. L'entrepreneuriat, j'en ai toujours un peu fait sans savoir que ça en était réellement. J'ai fait plein de trucs, j'ai vendu des tableaux, j'ai fait des tombolas, j'ai plein de choses, mais toujours cette envie de... au début c'était quand même quelque chose d'assez cupide. Je pense qu'on commence tous par là. C'est clair. Mais voilà, cette envie de créer quelque chose et d'aller chercher de l'argent au début forcément quand on n'en a pas. Et après au fur et à mesure, ça a toujours été quelque chose qui est resté... qui est resté dans la ligne de mire et dans ce que j'aimais faire. Je me souviens avoir essayé de développer, c'était un système pour pouvoir envoyer les déchets nucléaires dans l'espace. Donc j'avais designé une fusée, j'avais contacté Elon Musk à l'époque. Il avait répondu ou pas? Non. Pensant qu'il allait peut-être répondre, j'étais au collège, je devais être en 5e. Et donc voilà, toujours cette volonté de faire des trucs un peu... surréaliste et d'essayer de changer les choses. Et puis mon vrai premier gros projet, c'était une autre boîte, mais dans l'aviation privée, que j'ai cofondée en 4e. Donc à cette époque-là, t'as quel âge en fait, pour qu'on comprenne? J'avais 14 ans. J'avais 14. Et qui s'appelait CodeJet, qui est encore disponible. Et donc nous, notre mission, c'était de démocratiser les vols à vide, donc empty flights. C'est quand tu as un jet privé, en fait, il vient chercher quelqu'un. Si par exemple, tu as un client qui est à Genève, qui veut se rendre au Luxembourg, mais que le jet est à Paris, pour que le jet il aille de Paris à Genève, il n'y a personne dedans. Et ça s'appelle un empty flight. D'accord. Et donc, nous, on a développé une plateforme
sur laquelle on avait tous les empty flights disponibles. Ok, trop Et bien. le but, c'était d'arriver à mettre en relation tous ces vols à vide avec des clients potentiels et de remplir ces avions qui volaient finalement pour rien. Ok, Et les compagnies proposent entre moins 70 et moins 90% sur super. ces vols-là. Donc rendre l'aviation privée accessible à tous et avec aussi un impact écologique nul Bien sûr. parce que dans tous les cas, l'avion aurait décollé. Trop bien. Donc Donc là, à cette époque-là, tu voilà. as 14 ans. Ouais, je crois que j'ai fait sur la fin de mes 13, mais voilà, j'avais 14 ans. Ok, comment ça se passe? Parce qu'on se dit un jeune de 14 ans qui se lance, c'est quoi tes premières démarches? Est-ce que tu montes ta boîte tout seul? Est-ce que tu t'entoures? Comment ça se démarre en fait cette histoire? Déjà, comme tout ce que j'ai souvent fait, j'ai mis un moment avant de me rendre compte que c'était une boîte, en fait. Ouais. C'est plus un truc qui me titille où je me dis, il faudrait Ouais. faire ça. Et c'est au bout d'un moment que tu te rends compte que tu es en train de monter une boîte, mais Ouais. jamais tout de suite. Et donc là, non, j'ai cette idée. Je me dis que ce serait bien que je le fasse avec quelqu'un. Bon, on en discutera après, mais moi, j'aime pas monter des projets seul. Ouais, ok. Donc j'ai un bon copain de l'époque avec qui je faisais de l'avion, où on se dit, bon, on s'associe Ouais. et on va monter ça tous les deux. Et donc, de fil en aiguille, ça a commencé. Après, très compliqué parce que mineur, on pourra en reparler aussi Ouais, sur la ouais, bien deuxième sûr, boîte, mais complètement. en France, c'est complexe Un de peu monter compliqué, une boîte ouais. en étant mineur. Donc voilà, mais on s'est retrouvé quand même à finir chez un dirigeant d'une assez grosse boîte dans l'aviation privée en France, Ok, à qui on a pitché le truc et qui nous a dit que c'était bien, mais que par rapport au fonds dont on avait besoin, mais voilà, personne qu'est-ce qu'il te allait... dit en fait? Ouais, qu'est-ce qu'il te dit concrètement? globalement, il me dit que l'idée est bonne. Alors après, clairement, je ne vends pas du rêve, il nous a pas dit que c'était révolutionnaire Ouais, et ouais, qu'on bien allait changer le monde. Après, j'avais 14 ans. Donc, Ouais. Mais il nous a dit que dans l'idée, voilà, le fait de recenser tous les vols à vide, parce que chaque compagnie le fait de façon individuelle globalement. Ok. Le truc, c'est qu'il n'y a aucun système qui permet de tout rassembler. Ouais. Donc ça, déjà, je trouvais qu'il y avait une plus-value là-dessus. Et puis aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout démocratisé au grand public. Oui. Personne pense à voyager en jet privé, ça n'arrive pas. Et en fait, du coup, c'était montré que globalement, ça vaut quasiment le prix d'un vol classique. Et donc, voilà, qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, non, le gars nous a dit que c'était bien, mais qu'à 14 ans, globalement, en France, c'est très compliqué. Ok. Moi, il faut savoir que j'ai jamais été suivi par mes parents ou un tonton ou quoi. Ouais, J'ai d'accord. toujours fait tout seul. Donc à ce niveau-là, j'avais pas une figure derrière. Et donc, globalement, que personne n'allait nous faire confiance. Ouais, c'était un petit peu. Et on a été obligé d'arrêter cette boîte que j'ai repris il y a pas longtemps. Ok, bon, on en reviendra un petit peu voilà. plus tard, mais du coup, super parce que première expérience, du coup, qui est hyper valorisante du coup à ton Ouais, âge, de ouf. c'est top. Ouais. T'apprends pas mal de choses. Qu'est-ce qui se passe après concrètement? Donc tu termines cette boîte-là. Ouais. Quoi, t'as un an de battement ou tu rattaques Non, directement non. sur notre projet? Non, pendant que j'étais en train de monter cette boîte-là, je commence à m'intéresser à la crypto. Ok, Ça devait être en 2019. ok. À cette époque-là, t'as quel âge? Sur les âges. J'ai commencé à investir en crypto quand j'avais 15 ans. D'accord. 2000, oui. Oui, ça, bon, Ouais, à peu près ça sur les 15 ans, dates. ouais, grosso modo. Donc Et, t'investis à titre perso en crypto. Ouais, alors au début, moi, la crypto, vraiment, c'est spéculatif. Ok. Je vois la crypto, tout le monde en parle. Forcément, comme tous les pigeons que je suis, tu vois. Je me dis, Tu ouais, fonces. il y a de l'argent à faire là-dedans. Parce qu'à l'époque, vraiment, c'était l'argent, Ouais. l'obsession. On va voir qu'après, ça a Une tourné. arnaque. Et donc, je me mets à investir après avoir fait du forcing avec mon père. Parce que pour investir, il faut avoir un compte majeur. Moi, Ok. j'étais mineur. Donc, je fais un peu de forcing. Il finit par dire oui. Comme ça, vous saurez, j'ai mis 100 € dans Ethereum Ok. et 50 € dans Cardano. Donc, j'allais pas devenir millionnaire. Mais d'ailleurs, c'était marrant. La première fois où j'ai investi, c'est vrai que je suis sorti. Et en plus, les 50 balles de Cardano, on avait mis la même chose avec mon pote avec qui on avait la boîte Cojet. Ok. Et c'est vrai que c'est la première fois où je me suis dit, bah là, techniquement, en vrai, je peux finir millionnaire. Oui. Genre, techniquement, si C'est le possible. truc, on sait pas pourquoi, et il explose. possible. Et ça, je me souviens que c'était un sentiment un peu particulier. Mais Ces deux cryptos, tu te souviens, elles valent combien à l'époque ou pas du tout? Ether, il devait être sur les 2K. Ok. Et Cardano, c'est des centimes ou des Ouais, c'est d'accord. peut-être 2-3 balles, je sais plus. Ok. Mais voilà. Et on était. Donc ça monte quand même pendant un moment. Ouais, Pendant ouais, c'est 6-7 mois, ça monte. Ok. Mon père est content. Et puis on arrive novembre 2021, tout crash. Ouais. On tape moins 70%, moins 80, moins 90 selon les tokens. Énorme Entre temps, correction. t'as vendu ou Non, moi, rien du tout. non, moi, to the moon, Ouais, to the moon, j'allais quoi. devenir millionnaire Ok. avec mes 150 balles. Ok. Et donc, bam, gros crash. Je me fais un peu insulter par tous les gens à qui j'ai dit d'investir, Ouais. forcément. Et donc, voilà, ça baisse. Et j'avoue que, entre-temps, je m'étais intéressé au projet. J'avais encore rien acheté d'autre à ce moment-là, sauf que c'était compliqué, mais je m'étais intéressé et tout.
Et je vois le truc qui tombe. Et en fait, c'était à la période des NFT aussi en 2021. Ok. Et je m'y étais intéressé, mais j'en avais pas acheté. J'ai des copains qui ont fait, dont un copain qui a fait plus d'1 million d'euros dessus. Où voilà, c'était vraiment n'importe quoi à l'époque. Et c'est vrai que je vois ça et je me dis putain, mais il y a toute une technologie autour de la blockchain. Ouais. Et je commence à m'intéresser à la techno en elle-même, Ouais, c'est plus ce à que j'allais te l'aspect dire. uniquement spéculatif. Parce en que fait. tu la connaissais la techno ou pas du tout en fait? Non, j'ai acheté comme tout le monde. Enfin, Ouais. j'avais compris qu'il y avait une chaîne de blocs, Oui. blockchain. Ouais. C'est tout, C'était quoi, tout. basta. Hein, je m'en foutais. Ok. Donc voilà, j'avais une appétence pour l'informatique quand même. Ok. Au collège, je m'amusais à faire des petits virus Ouais. et à les mettre sur les PC de mes copains. Mais non, c'était pour le coup la techno de la blockchain. Au moment où j'ai investi, j'y connaissais rien. Ok. D'accord. Et donc 2021 NFT, Ok. je m'intéresse aux NFT. Et en fait, c'est en m'intéressant aux NFT que j'ai eu un raisonnement tout con. Je sais même plus comment je l'ai eu, mais je l'ai eu à un moment. Si, j'étais en vélo sous un pont à côté de chez moi. Ok. Et je passe et je me dis, mais putain, les NFT, en fait, c'est un espace de stockage. Parce qu'un NFT concrètement, c'est quoi par exemple? Un NFT, bon, pareil, je vais vulgariser, mais Ouais. c'est une image qu'on stocke sur la blockchain. D'accord. Très simplement. Hein. Ouais. Et en fait, le raisonnement débile que j'ai eu, où à ce moment-là, j'y connaissais encore rien, mais j'étais sur la bonne piste, du coup, c'était de me dire, mais en fait, cette image, elle a un poids informatiquement. Ouais. Elle pèse quelque chose. Oui. Je sais pas, elle fait 1 giga, 2 gigas, 100 MO, on s'en fout, mais elle pèse quelque chose. Et donc, je me suis dit, au lieu de stocker des images de singes qu'on vend 4 millions, on pourrait peut-être stocker des trucs utiles, du coup, sur la blockchain. Et j'avais compris ce système de sécurité où je savais que, globalement, voilà, c'était infalsifiable. Et toutes ces choses-là. Et donc, le raisonnement de base, vraiment, c'était, au lieu de stocker des images de singes, on peut peut-être stocker des trucs utiles. Ouais. Et après, de là, j'ai continué. On a monté... Enfin, voilà, j'ai recruté des associés. On a fait une première POC. Et on va reprendre depuis le départ. Du coup, quand tu lances, vous êtes combien à la base? Tu es tout seul? Comment ça se passe? Moi, je commence la boîte tout seul pendant à peu près 6 mois. Okay. Pareil, comme tout, c'est pas une boîte. C'est le projet. J'ai une idée, quoi. Je veux juste stocker, je m'en fous du reste. Okay. Et donc, j'ai cette idée-là. Pendant 6 mois à peu près, j'essaye vraiment de mettre l'idée sur feuille, en fait. De comprendre exactement où je veux aller. Ouais. Et forcément, je suis tout de suite buté au financement, tout ça et tout. Donc, je fais un gros business plan. Alors, il y en a qui disent qu'il ne faut pas en faire, il y en a qui disent qu'il faut en faire. Moi, je m'en fous, j'en ai fait un. Ouais. Au moins pour je voulais être clair dans ma tête. Parce que, pareil, c'est une techno très technique. Ouais. Voilà, on est dans une niche quand même. Et donc, il fallait au moins que je sois clair pour l'expliquer aux gens. Ouais. Donc, pendant à peu près 6 mois, je travaillais tout seul dessus. Okay. Puis, au bout de 6 mois, j'ai un business plan qui fait 100 pages. Je suis satisfait. Je me dis, bon, c'est pas mal. T'es content. Et ouais, au moins, c'est clair et je sais ce que je veux. Et donc là, je vais voir 2 copains. Et donc, il y en a un à qui je dis, bon, je veux que tu gères la com. 2 copains du lycée, du coup. Ouais, j'avoue que sur le choix de mes premiers associés, Est-ce qu'il y avait un process de recrutement? Il n'y a eu aucun process. Le mec était dans ma chambre d'internat, on était potes. Je lui ai dit, viens, fais la com. Ouais, donc Solane. Ok, Solane, on pense à toi. qui se met sur la com dessus, qu'on n'avait jamais fait avant. Ouais. Donc, il a appris sur le tas. Comme moi, j'ai appris à être entrepreneur, entre guillemets, je ne savais pas faire avant. Quoi. Ouais. Et donc, ça. Et puis, je recrute à côté. Une autre personne qui s'occupe au début du juridique. Okay. Donc voilà, David, qui gère le juridique et puis qui aujourd'hui est un peu mon bras droit et qui fait un peu, qui gère un peu avec moi tout le juridique, les levées de fonds. Okay. Bon, de toute façon, on y reviendra. Ok. Donc là, vous êtes 3 quand vous commencez réellement le projet. Tout seul pendant 6 mois. Après 3, ouais. Après, vous êtes 3. Après 3. Et non, d'ailleurs, 3 puis 4. Okay. Mais 4, un qui dure 3 semaines. D'accord. Toujours un bon copain à moi. Okay. Mais voilà, parce que dès le début, tu vois, je sens que je prends des gens, bon, ok, finalement ça matche pas. Ouais, ça matche pas. On ressort. Okay. Et donc, ouais, 3 au début. Ok. Donc là, vous êtes 3. Est-ce que vous réussissez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ton monde, par exemple, est-ce que vous gagnez de l'argent directement? Comment tu grossis? Comment tu recrutes? C'est des salariés, ces personnes-là, avec toi? Non, alors là, c'est donc mes associés. Ils ont des parts dans la boîte qui n'existent pas. Ok. Et donc non, on n'a pas d'argent. Et le gros problème tout de suite, c'est les fonds dont on a besoin. Mais on se rend compte d'un truc intéressant, c'est que les fonds dont on a besoin, on n'est pas techniquement bloqué en fiat. C'est pas des fonds qui sont nécessairement liquides. Okay. Dans le sens où c'est pas comme si, j'en sais rien, si tu veux développer une infrastructure, que tu as besoin d'infra, que tu as besoin de serveurs.
le mec des serveurs, tu veux lui faire les yeux doux, va falloir le payer pour qu'il paye l'électricité et qu'il fasse tourner ton serveur. Nous, on avait besoin de développeurs, globalement. D'accord. Des développeurs, on va expliquer comment j'ai fait, mais si tu te débrouilles bien et que tu as un peu de culot, en fait, tu peux te débrouiller pour monter une techno sans argent. Donc non, on avait 0 fonds. Tu avais 0 fonds du tout. Non. Vous commencez à engranger de l'argent ou pas du tout encore? À en faire rentrer? En faire rentrer, ouais. Non, rien. Okay. Rien. Okay. On aurait pu, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait aujourd'hui parce que maintenant on peut, mais on aurait pu faire une première levée de fonds et puis une deuxième parce que c'est le schéma classique. Le problème c'est que on démarche quand même pas mal d'investisseurs. Donc des fonds, je me souviens, on discute avec des fonds à Londres, aux Pays-Bas. D'ailleurs, on a failli se faire racheter une partie de la boîte par un fonds aux Pays-Bas à ce moment-là. Vraiment pour le coup. Donc voilà. Mais tu refuses? Ouais. Non. Je refuse parce que la valo me va pas, les conditions me vont pas et surtout moi il y a un point qui est hyper important, c'est que j'ai une ambition pour cette boîte, c'est de la faire aller très loin. Je veux pas m'arrêter à 10 millions ou 50 millions. Et donc j'ai besoin de gens qui, en plus d'être des financiers, soient des vrais partenaires dans la boîte, qui soient utiles. Et là pour le coup, ce fonds là que je citerai pas, après avoir eu plusieurs retours, c'est des financiers. Donc c'est des gens qui vont poser de l'argent et qui vont t'appeler toutes les semaines pour te demander combien vaut cet argent-là. Moi j'étais en mode. Pas du tout aligné avec toi. Non, c'est pas. On a le droit de dire les chiffres à l'époque de combien ils te proposent ou pas forcément? Sans donner de chiffres. 6 chiffres. Ouais, d'accord. Pour une partie. Déjà c'est déjà intéressant. Ouais. Tu dis le gars lambda. Pour une bonne partie de la boîte. Enfin, pas pour la majorité, mais bon, bref, voilà quoi. Ok. Donc là tu refuses parce que aussi tu as cette vision-là. Je trouve que c'est hyper important de le dire également. Et il ne faut pas se cacher, mais que tu as une grosse ambition justement avec ton entreprise. Et on va le voir du coup dans la foulée. Donc là, vous êtes 3. Puis ensuite, du coup, tu continues à grossir les équipes. Comment ça se passe juste derrière? Tu recrutes? Donc, on est 3. Pendant un moment, on build entre nous comme ça et tout. Et puis, vous travaillez comme des acharnés là. Ouais. On travaille dur. Après, c'est hyper compliqué parce que j'ai jamais fait ça. Donc, voilà, j'ai des techniques de management qui sont pas terribles au début. Je veux dire, ça commence comment les process? Parce que même tu penses à une personne qui nous regarderait qui commence l'entrepreneuriat. Mais moi, comme ça, je suis transparent. Alors là, je parle d'un petit peu plus tard parce qu'au début, voilà. Mais il y a un moment où je manageais les gens en leur disant, en fait, il y avait un tableau Excel. Je voyais ce que les gens faisaient. J'avais mis un système de points. Ah, bien. Et en gros, celui qui travaillait plus, à la fin de la semaine, avec plus de parts dans la boîte. Il avait un bon mot. C'était très discutable comme façon de manager. Mais au moins, j'essayais de donner du sens. Pourquoi est-ce que lui a 15% et l'autre 17%? Et il a 15 parce qu'il a fait plus de choses sur ces dernières semaines que machin. Alors dans la vraie vie ça marche pas comme ça exactement, mais j'essayais toujours au mérite. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et donc, là c'est parce que ces personnes-là qui ont des valos, ils parient finalement sur le projet, ils parient sur toi finalement, sur le projet global et sur la vision où tu vas aller. Alors les gens qui investissent ou les gens qui développent? Les gens qui développent, pardon. Les gens qui développent, alors les développeurs, donc on y vient, j'ai pas d'argent. Donc pour revenir aux levées de fonds, on aurait pu en faire. Le problème c'est que pour faire une levée, il faut une structure juridique, il faut être majeur. Alors il y a plusieurs questions. Avant que tu avances là-dessus, comment ça se passe une levée de fonds? Grosso modo. Alors, une levée, donc comme on vient d'en boucler une mercredi, il y a plusieurs types de levées et ça dépend de la façon. En vrai, il y a plein de façons de faire une levée. Pour faire très très simple, globalement, une levée de fonds, tu crées un deck donc, où tu expliques en une quinzaine de slides ce que tu fais, ou un one-pager, enfin voilà quoi, un document qui explique ce que tu fais. Tu définis une valorisation de la boîte, donc tu dis combien elle vaut, tu la justifies par le marché, par les clients, par ce que tu veux. Et ensuite, tu vas démarcher un profil d'investisseur qui correspond au type de levée que tu fais. Plus tu fais des levées tôt, plus tu vas aller sur un profil d'investisseur qui aime le risque. D'accord. Donc, quand tu es très tôt, comme nous à notre c'est même pas la peine d'aller chercher un fonds d'investissement. La PE viendra pas te chercher. Par contre, tu vas chercher des BA, donc des business angels. Donc là, c'est des personnes qui financent. C'est des particuliers qui ont de l'argent et qui se disent go. Je pose dedans. Donc ça c'est pour une petite levée et ensuite plus tu grossis, c'est toujours le même système en vrai, tu améliores ton deck, tu le changes, tu montres, là regardez avec cette levée là on a utilisé l'argent, on a fait ça, on est passé de tant de clients à tant de clients, de tel produit à tel produit, maintenant on a une valo plus élevée, est-ce que vous voulez rentrer? Oui, non, tu négocies. D'accord. Et tu continues. Hyper intéressant. Donc on va revenir sur ce que tu disais, donc vous êtes 15 à l'époque, comment ça se passe? Tu grossis encore? Tu fais dis-nous un petit peu comment ça...
Au moment où on est 15. Ouais, au moment où vous êtes 15, du coup, tu m'as dit justement, vous travaillez comme des acharnés. Je pense que c'est jour et nuit, parce qu'on monte aussi pas mal de réussites sur les réseaux. Mais Ah ouais, alors attends, ouais, j'ai plus le timing. Alors, excuse-moi, on était du coup, vous étiez à 15. Vous travaillez comme ouais, des, donc là, comme des oui, ok. acharnés. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, donc on travaille très fort sur tout le produit, tout le truc. Ouais. On cherche les clients, machin. Et c'est vrai qu'il y a un moment où moi j'ai fait cette connerie, c'est que la transition entre 3-4 personnes et 15. Ouais. Donc bon, on l'a pas expliqué, mais voilà, quoi, je me suis mis à recruter d'un coup beaucoup de personnes parce que le truc marchait et voilà. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvé où on avait trop de monde. D'accord. C'était compliqué de gérer tout le monde. Ok. J'ai mis des gens à des postes à responsabilité où j'aurais pas dû, parce que j'ai fait des conneries. Tu vois, par exemple, il y a une vraie différence entre un CTO, donc un Chief Technical Officer, et un développeur. CTO, lui, qui fait par exemple, il fait quoi lui, le CTO? CTO, il gère les devs. D'accord. Il s'occupe des devs. Le problème, c'est que tu peux pas mettre un dev CTO. D'accord. Ok. Parce qu'un bon dev n'est pas forcément un bon manager. Un CTO, de toute façon, un CTO, un CFO, un CMO, les gens qui sont dans l'opérationnel, qui gèrent des gens, c'est des entrepreneurs. Ouais. Il faut qu'il y ait quand même cet aspect entrepreneurial derrière, parce que tu dois être capable de toi-même réfléchir à un plan d'action, réfléchir à une roadmap, et définir des objectifs, et ensuite les faire appliquer par des développeurs, par les gens qui sont en dessous. Et donc, moi, j'ai fait cette erreur où on a tourné par pas mal de CTO, parce qu'en fait, je mettais des mecs où je leur disais, toi, tu vas gérer les développeurs, mais les gars ne prenaient pas d'initiative d'eux-mêmes pour aller dev. Donc on se retrouve où je suis en réunion et je dis, toi, t'en es où? Il m'a jamais rien dit de faire, donc j'ai rien fait. Et puis, t'as l'impression que les gens, ils font rien si on leur dit rien de faire. Donc voilà, j'ai pas mal liquidé les 15 personnes. Ouais, comment ça se passe du coup? Globalement, on passe de 15 à 6 en 3 mois. Donc voilà, on monte très vite, on descend très vite. J'apprends, je calibre. De toute façon, je n'avais pas d'XP, donc il fallait que j'apprenne. C'est dur ou pas d'enlever des personnes comme ça Plus on avance, plus c'est dur de virer des gens. À cette époque-là, on n'était pas encore très gros. On est toujours tout petit. Hein. Oui, non, mais voilà, donc ça restait plus faisable. Et puis, c'est sur une expérience qui est un petit peu moins grande aussi, ça faisait peut-être que 2-3 mois qu'ils étaient dans la boîte, c'était peut-être oui. Donc oui, c'est clair que moins les gens sont là longtemps, moins ils s'attachent, moins et voilà. Mais non, c'est vrai que virer les premières personnes, c'est compliqué. Après voilà, ça se fait au fur et à mesure. Et puis surtout, moi je suis très très clair d'entrée de jeu quand les gens rentrent. Ils savent pourquoi ils rentrent, ils savent ce qu'ils font. Et globalement, moi c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais s'ils reçoivent plus de messages de ma part, c'est terminé. Voilà. Mais j'ai pas le choix, parce que sinon, tu peux pas. On est déjà un bateau qui est au fond de la mer. S'il y a un mec qui met du poids dedans en plus, on va juste pas y arriver. Donc Donc d'où l'importance également du recrutement. Hyper important. Et c'est très compliqué d'avoir les bons profils. Là, tu vois, il m'a fallu un moment pour avoir un bon CTO, où là aujourd'hui on a un mec qui est très bon, mais il aura fallu un an. Donc c'est de l'apprentissage. Donc là, tu dégrossis l'équipe, vous vous retrouvez à 6 ou 7, c'est ça? J'imagine que vous repartez sur une phase où vous allez travailler encore, ça va être assez monstrueux. Comment ça se passe? De toute façon, le travail monstrueux du début à la fin, très compliqué, beaucoup de travail. Après, ça commence à se départager dans le sens où on a des profils. Moi, je suis lycéen à l'époque. Mes copains aussi sont lycéens. Mes 2 associés principaux. Et puis le reste, c'est pas des Français. On a un développeur en Allemagne, un développeur en Russie, un designer en Allemagne. Que des étrangers en vrai. Pourquoi si ça veut pas... Moi, j'ai énormément voyagé. J'ai dû faire une 50aine de pays. Trop bien. Donc, j'adore ça, j'adore les cultures, j'adore voir. Et je me suis toujours rendu compte qu'il y avait une richesse au-delà simplement du développement ou des choses vraiment techniques. Si on s'éloigne un peu, il y a vraiment une vision du monde qui est différente. Et en fait, arriver à calquer toutes les visions, je trouve que ça donne une belle vue d'ensemble et que ça permet de voir des choses que tu n'aurais pas vues de toi-même. Ça apporte à d'autres trucs. Donc moi j'ai toujours aimé le multiculturel et j'avoue que c'est hyper important pour moi, en tout cas dans ma boîte. Donc on continue avec ces gens-là et voilà. Tu vois, par exemple là, le Sergei Konoshkin avec qui on bosse, ça va faire 2 ans qu'il est dans la boîte. Et c'est un développeur, ingénieur russe qui a 40 ans, tu vois. Il bosse avec vous en France, dans des bureaux, ou c'est en remote? On est full remote. On a des bureaux depuis cette année là. À Angers, mais non, on bosse tous en remote. Grosso modo, c'est full remote.
Donc vous passez de 6 à aujourd'hui, comment se décompose, on va dire, ton équipe? Tu as une structure qui est beaucoup plus grosse, tu as appris aussi beaucoup de par un petit peu tous ces carrément. apprentissages. Donc aujourd'hui, moi je suis CEO de la boîte. Ouais, ok. Je gère globalement, alors je touche à tous les aspects, moi il n'y a aucun, Ok. je gère à la fois Tu mets les mains dans le cambouis. la tech, le juridique, les finances, tout. Mais j'ai aujourd'hui donc un CMO, Solane, qui s'occupe du marketing, Ok, qui travaille avec une autre personne qui s'occupe des relations presse d'accord. et qui travaille avec le designer qu'on a aussi. Ok. C'est pas encore officiel, mais on a un CFO qui arrive, Alors c'est quoi un CFO? Chief Financial Officer, Ok, qui va s'occuper vraiment du côté financier Finance, ouais. pur. Ok. Donc voilà, qui va travailler avec moi. On a le CTO Ok, qui s'occupe de toute la tech. très bien. Et ensuite, relié au CTO, en fait, il y a une boîte de développement à Paris Ok, qui s'occupe de dev. Et nous, on a arrêté en fait de recruter des devs d'accord. parce qu'à notre stade, ça n'a pas d'intérêt, ça coûte cher. On est en France, on va payer 2 fois plus pour qu'ils soient payés. Ouais, non, mais c'est important de le dire aussi. Ouais. Donc on a arrêté l'idée. Et maintenant, en fait, on passe par une boîte externe D'accord, tu as qui s'occupe de dev, Ok. la techno, Ok. et qui est gérée par notre CTO, qui est en fait directeur de cette boîte-là aussi. D'accord, ok, hyper intéressant. Donc, Donc ça fait combien de personnes, on va dire, grosso modo, dans l'écosystème maintenant aujourd'hui? dans l'écosystème en lui-même, Ouais. des gens qui touchent de près ou de loin à la Ouais. boîte, entre 30 et 40 30 et 40 personnes à peu près. Ok, d'accord, très bien. Je sais que tu te fais aussi également pas mal entourer par des personnes qui sont un petit peu des mentors, comme on peut le dire nous dans l'immobilier. Qui c'est qui t'a aidé par exemple? Tu peux nous donner des exemples? Moi, mes mentors phares depuis le début, même si bon, c'est toujours compliqué de se voir parce qu'ils ont des emplois du temps ultra chargés et moi aussi, mais c'est Loïc Breton et Mathieu Gwenfey. D'accord. J'espère que j'écorche pas le nom. Qui sont donc CEO et CEO de Galéon. D'accord. Et donc c'est une start-up dans le Web3 qui m'avait gentiment pris en stage il y a 2 ans et quelques. Et vraiment, je suis passé du mec qui était tout seul de son côté avec 2 gars du lycée où personne comprenait ce qu'il faisait dans la blockchain. Enfin, c'était hyper ghetto, tu vois. Ouais, bien sûr. Putain, je me retrouve dans un bureau où tout le monde dev là-dessus, les mecs lancent une crypto-monnaie, machin. Et du coup, j'ai vu de l'intérieur comment fonctionnait une startup, comment fonctionnait la gestion d'équipe et tout. Et en fait, j'ai passé tout le temps du stage vraiment aux côtés surtout de Loïc, mais de Mathieu aussi. Et je voyais comment est-ce qu'il gérait les équipes, ce qu'il faisait. Et le vrai rôle d'un CEO dans une boîte. Et globalement, j'ai pris ces process-là, je les ai vus, je les ai regardés et j'ai essayé de les copier chez nous. C'est trop bien. Alors, on ne fait pas du tout la même chose bien sûr, dans le même secteur, mais la logique qu'ils avaient eux, j'ai eu la chance de l'avoir en interne. Et ça, je pense que c'est hyper important. Il y a aussi Thierry Vignal, tu me dis si j'écorche le nom. Thierry Vignal, aussi, du coup. Thierry Vignal, donc ex-fondateur de Mastéos, ex-CEO. Très grosse boîte. Alors c'est pas moi qui gérais directement les relations avec lui, c'était mon ex-associé. Mais qui nous a donné pas mal de conseils, surtout sur la levée de fonds, tu vois, du juridique pour ceux qui voient, mais est-ce qu'on fait un BSAR, est-ce qu'on fait pas de BSAR sur la levée? Alors c'est quoi le BSAR sur la levée? BSAR, c'est bon de souscription d'action, merde, je sais plus ce que veut dire, remboursable. Ça sert à quoi grosso modo? Remboursable. Et en gros, le BSAR, ça veut dire que tu prends des parts dans la boîte, enfin tu investis dans la boîte, tu donnes de l'argent, mais les parts que tu as, donc le pourcentage de la boîte que tu as, globalement je schématise toujours, il va être réellement calculé à partir du moment où tu fais une levée de fonds plus grosse. En général, on l'indexe à partir de la série A. Donc, et on te fait une ristourne sur la valo de la série A parce que tu as investi avant. Mais du coup, ça veut dire que aujourd'hui, tu vois, voilà, on a dit que j'étais valo 7 millions. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo de Timothée. En réalité, je ne suis pas exactement valo 7 millions, ça varie, c'est très compliqué. La valo d'une boîte, ça peut aller de 1 à 50. Ça peut aller très vite, on en parlait justement. Et donc là, l'avantage du BSAR, c'est que justement, tu ne définis pas de valo. Tu dis juste, voilà, le projet, c'est ça. Donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse le développer. Et nous, on vous donnera des parts relativement à la valorisation de la série A. Donc ça, c'était une option qu'on avait. On n'a pas fait le BSAR sur cette première levée. Mais on aurait pu. Donc voilà, tu vois, toutes ces questions juridiques que personne connaît en vrai, à part quand tu vas vraiment chercher à faire des levées. Heureusement qu'on a des gens pour nous aiguiller là-dessus. 100%. Et Trop bien, trop cool. Tu pars maintenant plus sur une partie un petit peu immobilier avec ton esprit d'innovation. Est-ce que tu vois des synergies possibles ou même toi plus tard, tu as envie d'investir dans l'immobilier? C'est quelque chose qui te convient? Et on va dire grosso modo la vision que toi tu as d'ici 5-10 ans grosso modo?
Sur moi perso, Sur au toi niveau de perso, l'immobilier. avec la boîte, et peut-être si tu voulais investir dans l'immobilier, ou que ça ira après. Ouais. Bah, au niveau de la boîte, nous, comme je te disais tout à l'heure, il faut 8 ans Là, pour c'est faire parti, une licorne en France. Ouais. Donc on va essayer. Et bon, évidemment, c'est très compliqué, il y a des paramètres et la grande majorité des startups le feront pas. Ouais. Mais moi, j'ai aucun autre état d'esprit que licorne parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ouais. Et dans tous les cas, j'irai jusqu'à ce que... c'est bien. Si c'est possible, techniquement, s'il y a 1% de chance que Ouais. ça marche, ça le fera. Ouais, bien Donc sûr. voilà. Après, il y a des facteurs qu'on maîtrise pas. Ouais. Hein. Mais En tout donc... cas, tu vas tout faire. Ah ouais, pour oui, que- oui, pour les ouais, choses. ouais. S'il y a une possibilité, elle sera faite. Ça sera fait, ouais. Donc ouais, là-dessus, pour la boîte, c'est ça. Et moi, sinon, immobilier, comme je disais, c'est un secteur qui me plaît beaucoup. Ouais. J'ai eu la chance de grandir dedans. Dedans, ouais. Mes parents en font. Enfin, ouais. Donc voilà. Trop bien. Et non, à plus moyen long terme, Moyen long terme, je pense ouais, que ça rentre dans la vision c'est aussi. ce que je disais, quoi. Voilà, c'est l'avantage d'avoir de la pierre, quand bien même. Pourtant, j'ai voulu dans un système où il n'y a bien rien sûr. de concret. Ouais. Pour le coup, l'immobilier, ça rassure quand même. Et Ouais. c'est vrai que le fait d'avoir au moins un bien physique, Oui. tu vois, il y a quelque chose, Ouais, bien c'est vrai sûr. que c'est cool. Donc non, moi, j'y réfléchis aussi. Ouais. Plus dans une logique, on va dire, de développement de patrimoine pour sécuriser tes finances, pour transmettre plus tard. Tu sais pas encore. Ah, franchement, moi, c'est pour une logique de placement en fait et de rente. Ok, ouais. C'est vraiment, moi, si j'en fais, c'est pour ça. Ok, top. Je voulais te demander également, pour des jeunes qui souhaitent se lancer, on a bien vu, tu vois, les différents défis que tu as toi de ton côté. Bon là, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus structuré. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils justement à leur donner, ou même des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat d'une manière générale? Ouais, bon après, je suis personne pour Ouais, donner non, mais des bien sûr, non, conseils, mais hein. tu vois, J'ai encore rien fait, mais ouais, tu vois, même des conseils qui sont assez bêtes finalement. Tu vois, on a reçu ouais, Mathis non, mais et c'est Margot, clair. et mine de rien, même avec ton bout de chemin, tu peux en donner et que tu peux faire gagner du temps à d'autres, ça serait top aussi. Tu vois. Ouais, puis on me demande pas mal, donc Ouais. c'est vrai que c'est quand même un sujet. Je pense que ce qui est important, c'est que déjà, il faut que tu aies une idée, et je dirais même plus, quand tu pars dans la logique de vouloir être entrepreneur, Ouais. ça dépend ce que tu veux faire. Et par Ouais. exemple, pour Margot et Mathis, si tu veux être dans l'entrepreneuriat, si tu veux faire autre chose, ça peut marcher. Ouais. De te dire, je veux être entrepreneur, je vais faire de l'infoprenariat. C'est ça. Si tu veux aller dans la startup, comme ce que j'ai fait, si tu es vraiment dans une optique de développement de produits concrets, quelque chose de nouveau, Ouais. je ne suis pas convaincu que directement te dire je veux être entrepreneur et ensuite je vais trouver un produit, ce soit la bonne solution. Ouais. Moi, dans toutes les boîtes que j'ai touchées de près ou de loin, quand j'ai toujours fait quelque chose, on ne pensait même pas que ça allait être une boîte au final. Ça a toujours été un délire où putain, ce serait cool de faire ça, et au final, ça devient une boîte. Ça devient une boîte. Ouais. Donc je pense que c'est le bon process. Après, c'est pas cool parce que Ouais, du bien coup, sûr, c'est hein. plus compliqué. Je Carrément. comprends bien qu'il y a des gens qui veulent juste être entrepreneurs. Carrément. Non, je dirais que ça déjà c'est un point important, le produit. Ouais. Il y a l'humain aussi qui rentre en compte finalement quand on voit toi au départ dans la structuration de tes équipes, comment gérer aussi l'humain. C'est le hyper deuxième important. point hyper important, c'est les associés que tu prends, si tu veux en prendre. Ouais. Moi, je fais pas de boîte sans associés. Ouais. Mais si tu veux prendre des associés, il faut faire hyper attention. Après, c'est comme tout, il faut rien n'est dramatique. Ouais. Bon, j'ai eu des associés, c'était pas les bons, on a rechangé, Voilà, on a c'est pris ça. des nouveaux, ça suit son cours, et c'est pas parce que c'est vrai que je vois pas mal de personnes que je connais où dès qu'il y a un truc qui bloque, c'est la fin, C'est tant fini pis. quoi. C'est un échec. J'ai pas non, en vrai c'est pas vrai, il y a toujours une solution et tu peux toujours trouver. Donc ça, c'est vrai que la persévérance, pour le coup, c'est un truc hyper important. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ce qui est quand même marrant, c'est que il y a 2 ou 3 fois sur la boîte, on a failli arrêter. D'accord. On était vraiment au bord de la rupture. On s'est dit, là c'est cramé, Ouais. c'est trop compliqué. Ok. Et je sais pas si c'est de la chance, si c'est logique ou pas. À chaque fois, on était à rien d'arrêter. Ouais. 2-3 semaines après, on était au top. On avait fait C'est x100 quoi. C'est quelque chose qui revient souvent, hein, j'ai l'impression. À chaque C'est fois. hyper bizarre, tu vois, même il n'y a pas très très longtemps, là, il y a quelques mois, c'était dur. Moi, je me suis séparé d'un de mes associés principaux, où on travaillait vraiment à deux tout le long. Alors, on s'est séparés en très bons termes, parce que ça n'aurait pas pu marcher. Mais c'est vrai que tu sors, là, je me retrouve avec tout le juridique à gérer, toutes les finances, on n'a plus les avocats, on n'a plus les machins. J'étais en mode putain, c'est chaud. Et en fait, tu descends très bas. Ouais. Tu broies du noir pendant 2 semaines, et là après on remonte, et en 2 jours on lève 50 000 euros. Ouais. Et donc tu vois, ça montre qu'en fait il faut, je pense qu'il faut descendre très bas pour pouvoir remonter. Donc je me dis que je vais passer encore salement bas dans pas longtemps parce que ouais, mais voilà quoi. Là aujourd'hui, comment ça se passe? T'as 18 ans toi, Gaspard? Ouais. T'as le bac, t'es à l'école, t'as ta boîte, comment ça se passe? Donc j'ai passé le bac en juin dernier à Annecy, au lycée.
à la suite de ça, j'ai intégré Epitech. Ok. Alors moi, je suis à Epitech Digital School. Ok. C'est une branche d'Epitech qui fait à la fois de l'informatique et du commerce. Ok. Donc voilà, moi, je suis dans cette école-là. C'est une école qui fonctionne en projet. Ok. Donc voilà, j'ai des projets à rendre et voilà, et dans l'ensemble, c'est génial. Moi, ça reprend vraiment cet aspect entrepreneurial où tu es avec une équipe, il y en a un qui gère, vu que c'est du dev, il y en a un qui va gérer le front et le back. Ouais. Mais voilà, quoi, tu gères une team, vous développez tous ensemble. Nous, en plus, il y a vraiment un aspect business derrière où tu vas devoir trouver comment financer le produit, comment tarifier, quels sont les clients, etc. Donc voilà, moi il y a une vraie plus-value finalement. Ah ouais, tu m'as dit même précédemment qu'avant l'école c'était pas forcément trop ton truc. J'ai vraiment failli pas faire d'études et j'ai failli même arrêter le lycée plusieurs fois. C'était pas du tout mon truc. Ouais. Mais comme quoi, des fois ça vaut le coup de pousser un peu. Et au final, il y a des écoles en fait qui sont faites pour les profils comme ça. Il y en a peu, mais là ça fait partie d'une école qui est faite, je trouve, pour ça et qui donne des libertés. Tu vois, là on est lundi, on tourne ensemble. Ouais, bien sûr. C'est des gens qui écoutent et quand il y a des profils comme le mien que ça intéresse. Donc franchement très content d'être dans cette école-là. Oui, top. Et ouais, donc je gère les deux en même temps dessus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la réalité, on va dire, du chef d'entreprise? Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui veulent être entrepreneurs, même investir dans l'immobilier. La vérité, c'est qu'on passe souvent du temps très tard le soir ou des week-ends très tard également le soir. Est-ce que tu peux nous dire j'ai des beaux cernes. Tu creuses? Non, c'est... en vrai de vrai, en soi, c'est horrible. Si tu regardes d'un aspect extérieur, c'est très compliqué. Ouais. J'ai aucune balance. Ouais. Vie perso, vie pro. Mais rien du tout. Pareil, j'ai fait le choix de pas chercher à faire l'entrepreneur qui se déconnecte 30 minutes pour aller pas de douche prendre les... Je fais pas de douche froide. Donc voilà, c'est vraiment, je suis constamment focus. Constamment scotché sur mes mails, mon téléphone, machin, la gestion. Alors après, c'est un peu particulier, en tout cas dans mon rôle de CEO, parce que je peux pas dire je travaille tous les jours de 9h à 18h. Okay. Ou je travaille de 10h à 11h, à part quand j'ai des réunions ou des documents à rédiger, etc. Mais en fait, c'est un travail en continu. Ouais. Donc moi, je suis à l'école. Okay. Mais en fait, constamment à l'école, j'ai mon téléphone et je check des mails et il faut que j'appelle lui et machin. Donc c'est en continu tout le temps, 24h sur 24. Évidemment, il n'y a pas de week-end. Ouais. J'ai aucune différence entre un lundi et un dimanche. Okay. Et donc voilà, quoi, c'est juste du travail. C'est du travail et puis petit à petit, tu mets plus de chance de ton côté, quoi. Tout le temps, ouais. Mais faut passer par là, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, mais plus tu travailles, plus c'est gratifiant au final parce que tu sens que tu fais quelque chose et plus ça te donne envie de travailler. Donc je pense que c'est un cercle vertueux en réalité de travailler beaucoup. Carrément. À ce niveau-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Gaspard, d'ici 15-20 ans? On sait qu'il y a ce projet qui est énorme aussi au niveau de la licorne, mais de manière générale, l'objectif final, ça serait quoi le jeu? Terminer le jeu. C'est ce que je disais. Moi, l'objectif, vraiment, ce qui m'anime, c'est Musk. Ouais. Alors après, il est controversé, il y a des choses que j'aime pas qu'il fait. Non, mais on parle vraiment sur la partie entrepreneur. Mais vraiment sur le côté entrepreneur. Ouais. C'est un mec, de ce que je vois, je le connais pas personnellement. Mais t'as pas encore répondu. Non, c'est ça. mais c'est vraiment un gars qui, dès qu'il a une idée, va le faire. Ouais. Aime faire les choses from scratch. Ouais. Et une fois qu'il a monté l'idée et que ça marche bien, il faut des mecs qui pilotent le truc. Ouais. Et juste lui, il est là pour orienter ce qu'il pilote. Et en fait, il a créé tout un groupe où, je me souviens quand j'étais, mais très petit en plus, c'est marrant, c'est toujours un truc qui m'a marqué. Ouais. Je me suis toujours dit que mon goal, ce serait d'utiliser uniquement des produits que j'ai créé. Okay. Et en fait, je m'étais dit, c'est le truc où tu peux casser le jeu parce qu'en fait, tout ce que tu payes, l'argent te revient. Tu sais, tu te brosses les dents, c'est ta brosse à dents, ton lavabo, c'est toi qui l'as créé, tout. Et c'est toujours un truc depuis que je suis tout petit où je me suis dit, voilà, le goal, c'est la voiture, c'est ma marque, le tout. Donc je pense que à long terme cette vision de groupe aussi, elle est toujours dans un aspect créatif, hein. Pour en parler avec toi, tu as vraiment la fibre créative. C'est ce que je dis, à partir du moment où le groupe devient très gros, où la boîte devient très grosse, c'est que ça devient vraiment plus que de l'opérationnel et des chiffres et qu'il y a plus c'est cool, mais je pense que je serai pas heureux très longtemps là-dedans. Donc c'est pour ça. Ok, top. Écoute, merci Gaspard. On va faire un petit quiz justement parce que on est sur la chaîne quand même des logements atypiques. Je vais te proposer plusieurs logements atypiques. Tu vas me dire oui ou non à chaque fois que je t'en proposer un pour savoir si tu pourrais dormir dedans et si tu serais intéressé pour aller dedans. Ouais. On va commencer assez light avec un dôme en pleine forêt. J'ai déjà fait. T'as déjà fait? T'as bien aimé? Ouais, c'était cool. Ouais. J'ai fait cabane
Cabane c'est dans pas les arbres, pareil. attention, Ouais. c'est pas pareil, attention. Non, bah dôme vitré. Dôme, On c'est voit la le- petite bulle en fait. Voilà. Ah ouais, bah ça carrément, ouais. Ouais. En forêt, ouais. T'avais fait la cabane du coup, toi de ton côté. Ouais, moi j'ai fait cabane, ouais. Ok, t'as kiffé? Ouais, franchement, c'était bien. C'est bien, ok. Une love room 50 nuances degrés. On rentre un petit peu plus dans le. J'ai personne pour T'as aller dans la personne pour love l'instant. room, donc... Bon. Peut-être que ça Non. viendra si. Je sais pas si on est en recherche, mais. Un igloo au fin fond de la Groenland. Ouais, ça de ouf. Vraiment en mode immersion quoi. Ouais. Bah après, la bulle, ça doit être au fond du Groenland, ça doit être bien aussi. Ouais, Vu carrément. que c'est pas pollué pour les étoiles. Carrément. Mais ouais, de ouf. Un château abandonné en Bourgogne. Quand je te dis qu'il est abandonné, c'est qu'il y a peut-être des amis fantômes aussi avec. Ah, ça c'est chiant, ça. Ça, c'est un peu chiant. Non, La nuit, elle est- ça un peu moins. Ouais. Un logement troglodyte. Tu sais, c'est les grottes dans le centre de la France. Mais ça existe? Ouais, ça existe. Ouais. Ah ouais? Ouais. Tu rentres dans une grotte et t'as tous les équipements qui vont bien avec une balnéothérapie Ah pour ouais. se décontracter quoi. Ah, t'es dans le noir H24 et Ah tout. non, t'as de la lumière. Ah, quand même. t'as quand ouais. Ah non, en vrai, non, être enfermé, je crois que Ok. c'est pas trop mon truc. Bah, du coup, j'allais te la poser, une cabane dans les arbres dans la Creuse, mais j'imagine que du coup, tu l'as déjà fait. Un hôtel Ibis dans le centre-ville de Marseille. C'est précis. S'il faut, oui, mais pareil, encore une fois, je n'irai pas de Ok. mon plein gré. Un bunker en Californie. Ah ouais, Ça te carrément. chauffe. Bah ouais. Un terrain de camping dans les Landes, où tu peux dormir, tu rajoutes par exemple une tiny house, Ah, si, une Drôle à tiny dire. house, ouais. Si c'est en tente 2 secondes, c'est un peu plus chiant. un peu mais- plus chiant, ouais. Ok. Et enfin, en dernier, une suite Harry Potter. Ah, j'avoue que j'ai jamais vu Harry Potter. T'as pas vu Harry donc, Potter ou un film que t'aimes bien par exemple? Je regarde pas beaucoup Tu de regardes pas de films et de film, un séries. film sur l'entrepreneuriat. Mais ouais, si Interstellar, tu vois. Allez, une suite Interstellar. Alors, Vas-y. Merci en tout cas, Gaspard. On pose toujours cette question à la fin du podcast. C'est une nouvelle question qu'on a décidé d'insérer dedans. Ouais. Tu vas avoir 30 secondes pour y réfléchir. Est-ce que tu aurais une passion inavouable que tu pourrais nous révéler en live? Et pendant ces 30 secondes, du coup, de façon à ce que tu puisses réfléchir à la question, je vais continuer à parler. Ça va te permettre également de... Une passion insolite. Hein. Une passion inavouable, en fait. On a... Ah, inavouable, ouais. parce que insolite, j'aime. Alors, inavouable. Ça peut être si tu n'as vraiment pas de passion inavouable, à ce moment-là, on partira sur une passion insolite. Inavouable. Donc, un truc un peu honteux, quoi. Un petit peu honteux que tu dis à personne. C'est pas honteux, c'est quelque chose que tu dis à personne, mais que tu pourrais nous révéler et qui permettrait aussi de te connaître plus en détail. Donc je vais continuer également à parler, ça va être plus simple pour toi. Il y a plein de choses, hein, ça peut être pas mal de choses. Je t'avoue que là, en côté comme ça, moi, les deux trucs qui m'intéressent vraiment, où pour le coup, j'en parle pas, mais c'est parce que je devrais pas, entre guillemets, c'est des trucs dont j'aurais pas le droit normalement, bien sûr, sociétalement. C'est tout ce qui est lié à la physique de très très haut niveau. Ok. Donc, comme je disais, le quantique, je me suis retrouvé à faire des conférences dessus là, Ouais. et tout ce qui touche aussi au nucléaire, à la fission nucléaire surtout. Donc, c'est deux trucs. Mais bon, c'est fait normalement pour les gens qui font des études de physique, donc j'ai pas le droit, mais je. Et une passion insolite. Alors, tu m'as dit que tu avais peut-être une passion insolite. Ça pourrait être. Ça c'est ces trucs-là, ouais. Ok, très bien. Bah écoute, un grand merci pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, pour le moment, je partage pas trop. Ouais. On a si LinkedIn. LinkedIn, si quand on même. peut te suivre un je petit suis bout de bien ton dessus. aventure, ça serait top même pour les personnes. Ouais, qui LinkedIn. Ouais, ok, LinkedIn. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais à aborder ou est-ce que toutes les questions ont été posées d'une manière générale? Est-ce que tu as apprécié le moment? Non, je crois que c'est tout bon. Ouais, c'était top. Ouais, ok. Bon, bah écoute, top. Un grand merci, Gaspard. On mettra également ton lien LinkedIn en bio. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le projet de Gaspard. Et on se dit à bientôt pour des prochains épisodes. Merci. Salut, Gaspard.